Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc et au nom de nos partenaires stratégiques 2021, BASF, Daxer, Bayer, KSB, Ciment du Maroc et Interguest, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Perspectives économiques pour le Maroc et l'Allemagne en 2021 dans le contexte du Covid-19. Merci de bien vouloir éteindre vos caméras et microphones en cliquant sur les icônes à cet effet. L'espace chat est réservé aux questions. Si vous avez un commentaire ou une remarque, n'hésitez pas à les partager ici. Nos experts répondront à vos questions au cours de la séance. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Monsieur Khaldoun Bouassida de BASF, l'un de nos partenaires stratégiques et membre du comité directeur de l'HK, qui va prononcer quelques mots d'introduction à notre webinaire d'aujourd'hui. Monsieur Bouassida, je vous prie d'activer votre microphone. Bonjour tout le monde. Bonjour. Écoutez, merci beaucoup. Je m'appelle Khaldoun Bouassida, comme vous l'avez introduit. Je suis membre du directoire de l'AHK au Maroc et je vous souhaite la bienvenue à cette série de lectures. Je suis le directeur général de la BASF pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest et également secrétaire général de la Fédération de la chimie et de la parachimie au Maroc. Et je pilote l'activité BASF avec mon équipe à partir du bureau de Casablanca. Sur les 18 pays qui couvrent donc l'Afrique du Nord et une partie de l'Afrique francophone de l'Ouest. Pourquoi Casablanca? Le Maroc présente en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne un niveau de transparence et un niveau de gouvernance qui est équivalent à nos attentes. Le ease of doing business s'améliore de jour en jour de façon remarquable, avec en plus une stabilité économique et monétaire qui sont rassurantes. Il y a quelques jours, les résultats des échanges commerciaux germano-marocains ont été publiés et nous voyons qu'il y a une légère régression de l'ordre de moins 13% pour l'export et moins 5,6% pour l'import. Ceci dit, c'est une année quand même qui a été très difficile, du moment où les mois d'avril et les mois de mai ont été pratiquement sans activité commerciale ou industrielle. Le Maroc a aussi connu début d'année 2020 un impact par le manque de pluie et la sécheresse. Par contre, au quatrième trimestre, le secteur agricole a pu un peu prendre du recul et reprendre son activité normale. Et je pense que 2021 sera une année très productive pour le secteur agricole et agroalimentaire, qui sont, rappelons-le, quand même des piliers de l'économie au Maroc. Le Maroc a aussi organisé son tissu industriel les 2 dernières décades en misant sur sa position géographique, rappelant que le port de Tangemet est dans le top 10 des premiers ports méditerranéens en Afrique. C'est le 35e port à conteneurs au monde. Il y a eu aussi la création de zones industrielles dédiées à l'industrie automobile et aéronautique. D'ailleurs, en 2020, l'industrie automobile a apporté pratiquement 7 milliards d'euros à l'économie marocaine selon l'Office d'échange. Le Maroc a aussi misé sur la formation professionnelle et universitaire depuis bientôt 30-40 ans quand même, et cela répond aux besoins réels et aussi à décentraliser les activités sur plusieurs hubs au Maroc, donc Tanger, Kenitra, Agadir pour l'activité agroalimentaire. Si on revient sur 2020, il y a quand même quelques secteurs d'activité qui ont souffert. Nous voyons le secteur du tourisme, les secteurs de l'événementiel aussi. Par contre, la consommation s'est plus ou moins bien portée. Le gouvernement marocain a mis en place des mécanismes de support et d'aide pour plusieurs secteurs. Enfin, il a aussi boosté les secteurs industriels. Le ministère de l'Industrie a mis en place une banque de projets classés selon leur complexité, leur compétitivité et leur rentabilité pour justement inciter des investisseurs potentiels. D'ailleurs, je vous invite à y jeter un coup d'œil et croyez-moi, il y a plein d'opportunités et de facilités pour démarrer de nouvelles activités au Maroc. Juste pour terminer, j'attire aussi votre attention les efforts incessants du gouvernement marocain pour promouvoir les énergies renouvelables, mettre en place des structures, une vision qui est comparable aux ambitions européennes du Green Deal.
Cela veut dire que le Maroc est prêt à accueillir des projets dans le secteur. D'ailleurs, une bonne partie des énergies renouvelables existantes actuellement au Maroc est dédiée aux industriels. Donc, chaque industriel au Maroc ici peut avoir accès aux énergies renouvelables. Pour nous, pour la BASF, je pense que 2021 est une année charnière. Je suis très optimiste. Il y a plusieurs secteurs qui, bien sûr, vont relever le défi, l'automobile, l'agroalimentaire, l'agricole, le consumer, donc tout ce qui est shampoing, cosmétiques, etc. Et puis, plusieurs industriels reprendront du poil de la bête. Je pense que nous sortons de cette crise grâce à la résilience et de notre compagnie et aussi du tissu industriel au Maroc. Et puis, la diversité du secteur industriel au Maroc. On n'est pas focalisé sur une seule chose, mais vraiment une très bonne diversité. Le Maroc est en train de faire une campagne de vaccination qui est très très bien organisée. Et aussi grâce à ça, je pense que plusieurs investisseurs ou bien les acteurs locaux raffirment leur présence au Maroc et sont très très contents de pouvoir faire partie de ce tissu industriel et commercial. Je tiens donc à remercier donc tous ceux qui participent, la DHK, la Banque mondiale, la Chambre de commerce, pour cette excellente organisation. Et puis, j'espère que cela apportera de très bonnes idées et renforcera le partenariat germano-marocain. Je vous souhaite une très très bonne, un très bon webinaire. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bouassida, pour cet aperçu sur le Maroc très intéressant. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Monsieur Jesko Henschel, directeur du département Maghreb et Malte à la Banque mondiale, qui animera ensemble avec son collègue Monsieur Javier Diaz-Cassou, économiste principal de la Banque mondiale au Maroc, la première moitié du webinaire aujourd'hui. Monsieur Henschel, je vous passe la parole et j'invite également Monsieur Diaz de partager son écran. Bonjour à tous et toutes. Un grand plaisir d'être avec vous tous. Mon nom, c'est Jesko Henschel. Je suis le directeur du bureau régional ici pour le Maghreb, basé en Rabat. Et c'est vraiment un grand plaisir de partager une étude avec nous qu'on fait 2 fois par an. C'est une Economic Monitor. La Banque mondiale, donc, un côté, c'est un organisme de finances, le secteur public, mais aussi le secteur privé, les collègues de la Coopération financière internationale. À l'autre côté, on fait, et ça c'est un peu notre rôle dans aussi les débats nationaux, on fait des analyses pour contribuer à comprendre qu'est-ce qui se passe économiquement, socialement dans les différents pays membres et aussi contribuer à un débat. Donc, on est vraiment très contente que vous aviez nous invités pour cette dialogue aujourd'hui. Quelques mots d'introduction et après, je veux passer la parole à mon collègue Javier qui va présenter cette Economic Monitor qu'on avait terminé à fin de l'année passée. Notre focus au Maghreb dans cette situation de crise et de pandémie, ce sont 3. Le premier était et c'est de soutenir le Maroc, le royaume, de la gestion de la crise. On a fait un projet d'urgence il y a 6 mois ou 8 mois pour le secteur santé, pour tous les équipements qui étaient nécessaires pour le fournir ici en Maroc. On a fait un grand projet de financement aussi pour soutenir les programmes du gouvernement, le fonds Covid-19, qui était très intéressant aussi au niveau régional et global parce que le Maroc était je pense qu'on pourra dire, un des premiers pays d'utiliser les mécanismes des instruments digitaux pour enregistrer aussi des ménages qui n'étaient pas connectés au secteur formal. Donc, tout ce qui était le programme Tadamon
était un des programmes pour les pays émergents qui était le plus intéressant, je dirais, au niveau global. Troisièmement, on essaie de soutenir le royaume dans tout ce qui est une relance et une relance différente. Donc, soit sur le digital, soit sur l'inclusion financière, soit sur la génération verte qui a été lancée pour le royaume il y a quelques mois, soit les nouvelles demandes de la mobilité urbaine. Tout ça, ce sont secteurs que pour nous, ils sont très clés et je sais que mes collègues de la coopération financière, ils sont en contact aussi directement avec beaucoup des entreprises, le CGM, pour pour utiliser leurs instruments en même temps. Et comme j'ai dit au commencement, en grande partie de notre travail, on a un bureau de 60 personnes ici à Rabat, du côté de la Banque mondiale, et une autre 50 du côté de la coopération financière, c'est de faire des analyses. On a amené en partenariat avec le HCP quelques enquêtes sur le comportement des ménages des entreprises. On a fait une enterprise survey que Javier il va vous présenter en ce moment, qui c'est une enquête qui est menée dans, je pense, Javier, 25 pays du monde. Donc, c'était une enquête standard qu'on a pu faire en juillet et comparer qu'est-ce qui s'est passé au commencement de cette crise, aussi le pourcentage des entreprises qui ont pu bénéficier des politiques publiques et des programmes du côté de l'État. En ce moment, on est en train de travailler aussi avec le Royaume sur les nouveaux instruments comme le fonds Mohamed VI, sur les programmes de la CCG, sur les garanties pour les entreprises. Et avec grand plaisir, j'aimerais beaucoup aussi écouter de vous et de vos membres l'impression, qu'est-ce qui se passe en ce moment au Maroc, l'impact sur les entreprises et comme le collègue Bouassida a déjà dit un peu la prévision pour cette année. Ça sera très intéressant pour nous aussi d'écouter de votre côté. Donc, avec ça, je permets de passer la parole à mon collègue Javier qui va nous présenter l'étude. Merci beaucoup. Bonjour, merci à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, oui. D'accord. Bon, comme le disait Jesco, je vais présenter une analyse sur les perspectives économiques du Maroc. Cette présentation est basée sur un rapport semestriel que nous avons produit et publié déjà presque 2 mois, mais j'ai quand même ajouté un peu d'analyse sur la situation qu'on a vue pendant ces dernières semaines avec des indicateurs à haute fréquence qui, je pense, nous donnent une idée déjà assez complète d'où a fini l'économie marocaine l'année 2020. Pour nous, comme le disait Jesco, ce serait vraiment très intéressant de connaître aussi vos points de vue, de faire de cette réunion un échange, parce qu'en fin de compte, quand nous faisons nos projections, nous sommes toujours en train d'essayer de faire des prévisions sur les décisions que vous prendrez, des décisions d'investissement, de personnel, etc. Et pour nous, écouter vos perspectives sur l'économie marocaine seraient très intéressantes. C'est pour ça qu'à la fin de ma présentation, on fera un petit survey avec 2 questions, un peu pour connaître quelles sont vos perspectives, comment vous avez vécu l'année 2020 et quelles sont vos perspectives pour l'année 2021. Bon, voilà la structure de la présentation. Tout d'abord, je vais faire un bilan de la crise du Covid-19 au Maroc. Nous n'avons pas encore les dates de clôture de l'année 2020, mais comme je disais, maintenant, nous avons une idée assez bonne d'où on en est
et comment la crise a secoué le Maroc en comparaison avec d'autres pays de la région et du monde. Ensuite, je parlerai de deux piliers des projections que nous sommes en train de préparer maintenant pour les Spring Meetings. Tout d'abord, je parlerai de la réponse du gouvernement. C'est ce qui donne le titre d'ailleurs au rapport qu'on a présenté en décembre, de la riposte d'urgence à la relance économique. Et ensuite, je présenterai les indicateurs de haute fréquence que nous sommes en train d'analyser maintenant sur l'économie marocaine et qui nous permettent de voir comment a été la dynamique de la reprise post-confinement. Ensuite, je présenterai nos prévisions de croissance économique pour l'année 2020, pour l'année 2021, pour l'année 2022. Et finalement, très brièvement, je présenterai les résultats de l'enquête de l'Enterprise Survey que la Banque mondiale avec l'IFC a réalisé au Maroc et qui est intéressante surtout parce que, comme le disait GESCO, on avait fait une première enquête au mois de décembre avant le choc et la seconde enquête a eu lieu au mois de juillet-août. Et avec les mêmes entreprises, nous avons enquêté les mêmes entreprises, ce qui nous permet un peu de comprendre les mécanismes d'adaptation et les actions que les entreprises marocaines ont prises pour s'adapter au choc de la crise du Covid. Donc, tout d'abord, je vais présenter, c'est impossible de parler d'économie maintenant sans parler d'épidémiologie. Tous les économistes sont devenus un peu des épidémiologues, on essaye d'apprendre un peu. Voilà une comparaison de l'évolution de la pandémie au Maroc et dans plusieurs pays du monde. En termes de cas confirmés, le Maroc était dans une situation, je dirais, intermédiaire. En fait, les cas confirmés par million d'habitants sont très proches à la moyenne dans le monde. Donc, c'est disons, une évolution moyenne de la pandémie. Cependant, il faut souligner que le Maroc est bien en dessous de ses voisins, surtout de ses voisins du nord de la Méditerranée, de l'Espagne, de l'Italie et même de l'Allemagne. Au rythme de la pandémie, même si au niveau cumulatif, le nombre de cas, comme je disais, par million d'habitants est proche à celui du monde, la dynamique a été quand même assez différente. C'est ce qu'on peut voir dans le graphique de droite qui compare l'évolution des cas cumulatifs au Maroc et dans le monde. Nous voyons que la première vague, nous le savons bien, était beaucoup plus contrôlée au Maroc que dans la plupart du monde. Après, nous avons eu des semaines compliquées après le déconfinement, surtout au mois de août, septembre et jusqu'au mois de novembre. Et puis après un ralentissement je dirais très rapide du nombre de cas, et c'est pour ça à la fin de la période, on voit que la courbe du Maroc est beaucoup plus concave que celle du monde, ce qui veut dire que la pandémie avance à un rythme plus faible au Maroc que dans le monde. Si nous regardons les données du côté des décès, c'est un peu la même situation. Le Maroc a été en termes de progrès cumulatif de la pandémie assez proche de la moyenne dans le monde. Le nombre de décès par million d'habitants est très près de la courbe mondiale, mais la dynamique de la pandémie a été très différente. C'était à s'attendre, le numéro de décès était assez bas pendant la première vague, il y a eu des semaines compliquées après le déconfinement, maintenant nous sommes dans une tendance épidémiologique très favorable. Comment expliquer cette différence? Pourquoi le Maroc a évolué d'une façon différente, disons particulière dans le monde? Et bon, il y a plusieurs hypothèses, bien sûr, mais celle que j'essaie d'expliquer dans cette diapositive est reliée aux mesures qu'a adoptées le Royaume pour faire face à la pandémie. Ici, nous rapportons un indicateur très utile qui est produit par l'Université de Oxford, c'est le Stringency Index. C'est un indice qui se calcule de 0 à 100 et qui un peu fait le bilan des mesures de distancement social, de contrôle de la pandémie qui ont été adoptées partout dans le monde. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que le Maroc est parmi les pays du monde qui a été les plus restrictifs face à la pandémie. Et en fait, pendant les mois de confinement, de la mi-mars à la mi-juin, le Maroc était parmi les 5 premiers pays du monde avec des mesures plus strictes, même plus strictes que celles adoptées en Europe, qui avait vraiment une crise sanitaire beaucoup plus grave en termes de morts et de cas confirmés que le Maroc. Bien entendu, ces mesures de confinement ont eu un effet
très marqué, très prononcé sur la mobilité. Nous le savons tous, le lockdown du Maroc a été vraiment très strict. Et c'est ce que l'on peut voir dans ce graphe que je présente maintenant qui montre les données de Google Mobility Data, les données de Big Data que Google a mis en place avec les téléphones portables et qui nous font voir que la mobilité est pratique, c'est complètement effondré pendant le confinement. Le confinement, c'est disons la période avec la couleur orange. Nous voyons que la mobilité de retail a tombé de plus de 80%, transit stations 70%, workplace plus de 60%. Donc, bon, ça a été un choc vraiment énorme, un sudden stop sur l'activité économique. Et dans ce contexte, ce n'est pas surprenant de voir que le PIB s'est aussi effondré pendant le mois de confinement. Dans le graphe de gauche, vous pouvez voir l'évolution du taux de croissance du PIB marocain en glissement annuel. Et nous voyons que le deuxième trimestre a eu une contraction de plus de 15%. Et si nous voyons dans le graphique de droite les données de croissance en glissement trimestriel, c'est une contraction de plus de 14%. C'est les données la contraction la plus profonde que nous avons vue dans toute la série historique du PIB marocain, ce qui donne un peu une idée de l'énormité du choc que nous avons vécu. À partir du troisième trimestre, il y a un rebondissement, surtout ce que l'on peut voir du côté de droite, avec une croissance intertrimestrielle de plus de 10%. Mais quand même, si nous voyons les chiffres en glissement annuel dans le troisième et dans les projections de l'HCP pour le quatrième trimestre, on est encore dans une situation de décroissance du PIB, des taux de décroissance de moins 5,5. Il faut ici ajouter quelque chose qui est très important, qui a été déjà mentionné. Le Maroc, en fait, en 2020, n'a pas su seulement le choc du Covid-19, mais aussi un choc agricole très, très profond dû à la sécheresse. Et c'est pour ça que nous voyons que la valeur ajoutée agricole s'est aussi creusée très profondément pendant les 3 premiers trimestres, pas tellement dans le quatrième, grâce aux dernières pluies. Bien entendu, ce choc, la gravité de ce choc a causé des énormes impacts pour les ménages marocains. C'est surtout des impacts qui ont eu lieu à travers le marché du travail. Dans le graphique de gauche, nous pouvons voir l'évolution du taux de chômage, mais aussi du taux de sous-emploi et du taux d'activité. Et nous voyons que tous ces indicateurs se sont aggravés pendant la crise, avec une augmentation du taux de chômage, du sous-emploi et peut-être même encore plus important, une chute du taux d'activité très prononcée entre le deuxième et le troisième trimestre. Et dans les graphiques de droite, nous pouvons voir que l'augmentation du taux de chômage s'est produite dans pratiquement toutes les catégories analysées, mais surtout dans la catégorie des jeunes, entre 15 et 24 ans pour qui le taux de chômage a augmenté de presque 25% à plus de 30%. Et donc, on peut affirmer que c'est le collectif qui est en train d'être le plus affecté par la crise. En termes de variation nette du volume d'emploi, quelque chose de très important dans le Maroc, à nouveau, c'est le fait que nous apprécions une chute de plus de 400 000 emplois dans l'ensemble de l'économie marocaine en 2020. Mais nous voyons aussi que la chute est particulièrement forte dans le secteur agricole. Plus de 270 000 emplois perdus dans le secteur agricole. C'est probablement des emplois qui ont été perdus surtout par la sécheresse et non pas tellement par le Covid. Donc, l'ajustement qui est en train d'avoir lieu dans le marché du travail est lié aux deux phénomènes, à la crise du Covid, mais aussi vraiment à la crise agricole et à la crise climatique. Bien entendu, la crise a eu aussi des effets très, très, très prononcés sur les finances publiques au Maroc, comme partout dans le monde d'ailleurs. Dans le graphe de gauche, nous pouvons voir les effets que le Covid et le choc ont eu sur les différentes composantes des finances publiques. Nous voyons tout d'abord que les recettes fiscales sont tombées de plus de 15 milliards de dirhams entre mars et novembre 2020 et la même période de l'année précédente. Ceci nous montre en réalité que le gouvernement a laissé les stabilisateurs automatiques fonctionner dans l'économie marocaine, ce qui est probablement ce qui devait se faire et ce qui nous montre que en fait le gouvernement a laissé, disons,
adopté une position contre-cyclique, ce qui est, disons, la réponse que la plupart des économistes leur auraient conseillé. Les recettes non fiscales ont compensé une très bonne partie de la chute de la recette fiscale. Nous pouvons voir aussi dans le graphe de gauche. C'est surtout à cause des apports privés au fonds Covid-19 avec lequel les autorités ont fait face à la pandémie. Dans le graphe de droite, on peut voir l'évolution de la dette publique. La dette a augmenté, le poids de la dette a augmenté d'un peu moins de 65% du PIB à 77,8% du PIB en 2020. C'est par le double effet de l'augmentation du déficit budgétaire, un déficit budgétaire de presque 8% du PIB en 2020, mais aussi par l'effondrement du PIB, par la chute du PIB qui cause que le poids de la dette en termes de PIB est augmenté. Quant à la balance des paiements, là, je dois dire nous étions tous un peu trompés au début de la crise. Nous avions prévu des impacts beaucoup plus prononcés sur le compte courant. Et l'année 2020 nous a un peu, comme je disais, surpris. D'accord aux données préliminaires du gouvernement, l'année a fermé avec un déficit de seulement 3% du PIB du compte courant, ce qui est beaucoup moins important que ce qu'on pensait au début quand on voyait l'effondrement des exportations au mois de mars et au mois d'avril. Et cette évolution meilleure que prévue du compte courant s'explique surtout par le fait que les importations marocaines sont restées déprimées pendant la plupart de l'année, ce qui n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est rapporté surtout avec la débilité de l'activité économique, mais aussi par la récupération des exportations qui a été plus rapide que prévu, et aussi par la résilience des transferts des Marocains résidant à l'extérieur, qui a fermé l'année à presque 5% du PIB. C'est un montant qui a augmenté de 5% en 2020, ce qui nous a surpris parce que la crise aussi a secoué les économies dans lesquelles sont les Marocains résidant à l'extérieur. Quelque chose à souligner, c'est que le Maroc, pendant cette crise, a pu maintenir un très bon accès aux financements internationaux, soit multilatéraux, soit de marché. Nous avons vu les émissions internationales de 3 milliards de dollars en décembre et d'un milliard d'euros en septembre. Et nous avons vu aussi une résilience assez forte des investissements directs étrangers. En termes nets, au moins, les investissements directs étrangers au Maroc se sont maintenus constants en 2020. Et cette évolution des financements et du compte courant meilleur que prévu a permis que les avoirs officiels de réserve, les réserves internationales de la Banque centrale augmentent très notablement en 2020. C'est ce que l'on peut voir dans le graphe de droite. C'est en fait une bonne nouvelle car nous le savons bien, les avoirs officiels de réserve, en fin de compte, sont la défense, la première ligne de défense que l'économie marocaine peut utiliser au cas où il y aurait un nouveau choc. La propagation financière de la crise pour le Maroc a été très transitoire, ce qui, je pense, témoigne du niveau de confiance des investisseurs internationaux à la solidité macroéconomique du Maroc. Nous avons vu que nous n'avons pratiquement pas vu de pression sur le taux d'échange. En fait, le dirham s'est plutôt apprécié par rapport au dollar après une période initiale au début de la pandémie, comme on peut voir dans le graphe de gauche, où il y a eu certaines pressions sur le dirham, mais pendant tous les derniers mois, nous avons vu plutôt une stabilité. Et en fait, un taux d'échange qui est très près de la bande maximale d'appréciation. Dans le graphique de droite, nous pouvons voir le risque pays, le MB, et l'indice boursier marocain. Nous pouvons voir qu'au début de la pandémie, le risque pays, le MB, en effet a augmenté de presque 200 points de base, mais que dans les mois qui ont suivi, la perception du risque pays des investisseurs internationaux a tombé graduellement et maintenant est presque au niveau pré-pandémique. Et ça, malgré le downgrade de Fitch, qui a été une nouvelle qui, a priori, aurait pu faire que de nombreux investisseurs revoient un peu la perception du risque pays marocain. Nous voyons aussi dans le graphique de droite que la bourse marocaine, après l'effondrement des semaines qui ont suivi le confinement, s'est récupérée et est maintenant assez près du niveau pré-confinement.
Où en est le Maroc en 2020 si on le compare avec le reste du monde? Bon, tout d'abord, ce graphe, je voudrais me centrer sur la partie de gauche et la partie centrale, pas sur le compte courant, car le compte courant, comme je l'ai mentionné, nous a un peu surpris. Mais si nous pouvons voir la différence entre les prévisions pré-Covid et les prévisions post-Covid que nous avions pour la croissance marocaine, nous avons une différence de presque 10 points. Donc, la crise a eu des impacts très forts sur la croissance économique. Avant le choc, nous prévoyons une croissance du PIB de près de 3%. Et après le choc, nous prévoyons une contraction en 2020 de 6,3%. Donc, presque 10 points de croissance perdus. Cependant, si nous regardons dans le graphique d'en bas et nous comparons le Maroc à tous les pays de son entourage, nous voyons que la contraction que nous prévoyons l'année dernière pour l'année 2020 était moins forte pour le Maroc que pour tous les pays de son entourage, soit les pays du sud de la Méditerranée comme l'Algérie, la Tunisie, mais bien sûr, surtout des pays du nord de la Méditerranée, la France, l'Espagne et l'Italie qui ont eu des récessions beaucoup plus fortes. Le déficit budgétaire, la différence entre nos prévisions pré-Covid et nos prévisions post-Covid était de 4,3% du PIB. Le déficit s'est fermé à 7,8% du PIB en 2020. Bon, 4,3% du PIB, c'est une augmentation du déficit budgétaire assez importante. Mais à nouveau, si nous comparons le Maroc avec la plupart des pays de son entourage, nous voyons que le creusement du déficit budgétaire a été moins prononcé au Maroc que dans le reste du monde. C'est ce qu'on voit dans la partie d'en bas du graphe. Les déficits budgétaires qui étaient prévus en Tunisie, au sud de la Méditerranée, étaient bien plus élevés qu'au Maroc. Et bien entendu, les déficits budgétaires au nord de la Méditerranée sont beaucoup plus élevés pour cette année. Je pense que ceci témoigne la prudence fiscale avec laquelle le gouvernement a répondu à la crise du Covid. Comme je disais au début de la présentation, les prévisions que nous sommes en train de préparer pour l'année 2021 et au-delà se basent surtout tout d'abord sur la réponse du gouvernement à cette crise et après sur la suivi que nous faisons des indicateurs à haute fréquence, la suivi constante que nous faisons de ces indicateurs. Tout d'abord, quant à la réponse du gouvernement, c'est important de faire la distinction entre la réponse immédiate au choc du Covid, c'est ce que nous appelons secours d'urgence Covid, et les réponses plus à long terme que les autorités marocaines ont prises dans les derniers mois. Le secours d'urgence a été relativement similaire au Maroc que dans de nombreuses autres économies. Tout d'abord, il y a eu un renforcement du dispositif médical et après, les autorités ont pris des mesures pour transférer, pour faire des cash transfers aux travailleurs et des garanties aux entreprises qui leur permettent pour leur permettre de passer cette crise. Mais nous pensons que s'il y a quelque chose de particulier dans le cas marocain, c'est la prédisposition que les autorités ont eue à transformer ces mesures d'urgence en des réformes structurelles, des réformes qui auront des effets à long terme. Si nous voyons par exemple, dans le cas du Maroc, nous voyons que le renforcement du dispositif médical a emporté à une réforme pour universaliser l'accès à la santé, l'universalisation de l'assurance maladie obligatoire. Sinon, voyons au cas du Maroc, les transferts pour les travailleurs du secteur formel et informel sont en train d'aboutir à une réforme intégrale du système de protection sociale. Si nous voyons le système de soutien aux entreprises qui s'est mis en place pendant le choc est en train d'aboutir à une réforme de la CCG pour les garanties, mais aussi à la création du fonds Mohamed VI pour la capitalisation des entreprises marocaines. Et ensuite, nous avons toutes les mesures, disons, structurelles liées au climat des affaires, au système des entreprises publiques et aussi aux stratégies industrielles et aux stratégies agricoles pour un peu essayer de saisir les opportunités qui pourraient se dériver des changements structurels qui se donnent dans l'économie mondiale pour l'économie du Maroc. Donc, c'est vraiment une stratégie très ambitieuse. Et ce qui est important pour nos prévisions macroéconomiques, c'est qu'il y a plusieurs de ces mesures structurelles qui peuvent avoir des effets sur la croissance économique à long terme. Surtout, c'est le cas de toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour renforcer le capital humain au Maroc. C'est le cas aussi des mesures qui sont en train d'être prises pour faciliter l'accès au financement et l'accès au capital des entreprises.
et c'est toutes les autres réformes structurelles de l'État, des entreprises publiques, du climat des affaires. Tout cela, nous pensons, à long terme, pourrait augmenter le taux de croissance potentiel du Maroc, et c'est quelque chose que nous essayons de tenir compte dans nos projections à moyen terme. Si nous faisons une comparaison entre la stratégie l'ampleur de la stratégie de relance marocaine et les stratégies de relance qui ont été lancées partout dans le monde, nous voyons que le Maroc est dans une situation, je dirais, intermédiaire, avec plus ou moins des mesures annoncées qui ont une ampleur de 11% du PIB. Si nous comparons avec les économies avancées, c'est bien sûr un plan de relance plus petit, mais c'est normal, surtout parce que le Maroc, malheureusement, n'a pas une banque centrale comme la Banque centrale européenne ou la Fed, avec une capacité d'achat d'actifs qui a permis à l'Europe ou aux États-Unis d'avoir des plans de relance beaucoup plus importants. Mais si nous comparons le Maroc avec les économies émergentes et les économies en développement, nous voyons que le plan de relance marocain est beaucoup plus grand. En effet, la moyenne dans les économies émergentes et les économies en développement, c'est des plans de relance de plus ou moins 6% du PIB. Donc, presque la moitié du plan de relance marocain. Donc, je passe maintenant à faire un peu une analyse des indicateurs à haute fréquence que nous avons et qui nous permettent de comprendre où est-ce que nous en sommes maintenant, dans quelle situation est l'économie marocaine. Est-ce que nous sommes vraiment dans une reprise, dans une stabilisation, où nous en sommes? Bon, tout d'abord, la situation sanitaire, je ne dois pas le redire. Pendant les dernières semaines, il y a eu une énorme amélioration des indicateurs, soit en nombre de nouveaux cas et en nombre de décès. Et surtout, le Maroc, comme a déjà été souligné, a commencé la stratégie de vaccination. Et l'impression que nous avons tous, c'est qu'en effet, cette stratégie marocaine est solide. Et si les plans la stratégie du gouvernement fonctionne, dans la première semestre de l'année 2021, près de 80% des Marocains pourraient être vaccinés, donc ce qui devrait bien sûr aider à la reprise économique cette année. Il y a d'autres indicateurs qui nous montrent aussi, qui soulignent aussi, ou nous indiquent une reprise. Tout d'abord, il y a le taux d'utilisation de capacité industrielle que produit la banque Al-Maghrib, la ligne verte et l'année 2020. Nous voyons qu'après l'effondrement, pendant les mois du confinement, les taux d'utilisation de capacité industrielle se sont repris et sont plus ou moins entre les niveaux de 2018 et les niveaux de 2019. Donc, la récupération a été assez notable. Si nous regardons les livraisons de ciment en tonnes que publie la ACP au Maroc, nous voyons aussi une récupération assez rapide du secteur, ce qui pourrait nous dire que le secteur de la BTP est en train de reprendre de l'élan. Nous pouvons aussi voir un autre indicateur à fréquence intéressant dans le cas marocain, c'est toutes les activités de refinancement de la Banque centrale. C'est ce que nous pouvons voir en bas à gauche. Et là, nous voyons que pendant les dernières semaines, ce refinancement de la Banque centrale a un peu fléchi. Et on dirait que c'est en train de rentrer un peu aux tendances pré-Covid, ce qui voudrait dire que les pressions, les besoins de liquidité des banques marocaines sont en train de se réduire, ce qui devrait aussi être, disons, une indication du fait que la situation est en train de se stabiliser. Finalement, je montre ici les données de consommation électrique pour le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Nous voyons qu'après la chute du deuxième trimestre de la période du confinement, la croissance a repris ses niveaux aussi plus ou moins des niveaux pré-Covid, avec une croissance en glissement annuel de 1,1% au troisième trimestre et de 0,5% au quatrième trimestre. Donc, tous ces indicateurs de haute fréquence seraient en train de nous indiquer qu'en effet, l'économie marocaine s'est reprise pendant les derniers mois. Cependant, il faut dire aussi que l'on observe dans quelques-uns de ces indicateurs un quatrième trimestre qui était un peu plus faible. Donc, il faudrait voir ça. Nous n'avons pas encore des données. Mais comme je dis, il y a plusieurs indicateurs qui nous indiquent que peut-être le rebondissement du troisième trimestre pourrait avoir un peu perdu son élan au quatrième trimestre. C'est quelque chose qu'il faudra voir dans les mois à venir.
Des autres indicateurs que l'on peut voir, c'est les indicateurs de confiance, soit des ménages et des entreprises. Ici, je montre tout d'abord les indicateurs de confiance des ménages, des enquêtes de HCP. Et là, on peut voir que disons, les perspectives, les niveaux de confiance des ménages se sont stabilisés au 4e trimestre, mais il faut dire que c'est des niveaux de confiance vraiment très bas. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'ils se soient stabilisés, mais les ménages marocains restent très préoccupés par la situation actuelle. Et si l'on voit les indicateurs de confiance au niveau des entreprises, au niveau des entreprises industrielles, comme celle que reprend la Banque Al-Maghrib dans ses enquêtes de conjoncture, on voit aussi une certaine stabilisation. Dans le 4e trimestre, on voit que le pourcentage des entreprises industrielles qui ont vu stabiliser sa situation de trésorerie augmente. Et aussi, on voit une augmentation du pourcentage des entreprises qui sont en train de considérer de nouveaux investissements pour les 3-4 mois qui viennent. Donc, en fin de compte, il y a une stabilisation des indices de confiance après l'effondrement de la période du Covid. Que nous disent les indicateurs de mobilité plus récents? Ici, nous avons le même graphe que j'avais montré au début, mais le baseline n'est pas la période pré-Covid, mais la période, c'est le 1er septembre de cette année. Et ici, on peut voir que pendant les mois d'octobre et novembre, il y a eu encore une tendance à l'augmentation de ces niveaux de mobilité. Mais par contre, il faut dire aussi, ce que je disais aussi avant, on voit une tendance à un certain fléchissement de la mobilité pendant les dernières semaines, surtout dans les places de travail, workplace et dans les transit stations. C'est un peu notre indicateur qui pourrait nous indiquer qu'il y a une perte d'élan, disons, dans le recovery. Si l'on regarde les indicateurs internationaux pour comprendre quel est le comportement que pourraient avoir les exportations marocaines, le graphique de gauche montre les indices de production industrielle dans les principaux marchés d'exportation marocains. C'est le MPI dans les économies avancées ou même dans quelques économies avancées. On voit qu'après l'effondrement, pendant les mois du confinement, il y a une récupération des niveaux industriels. Mais là aussi, on peut voir que le ralentissement de l'activité est très clair pendant les derniers mois. Cette récupération industrielle a un peu perdu de l'élan dans les économies industrielles. Et en fait, si nous voyons les MPIs du mois de décembre dans tous les pays que j'utilise là, sont encore inférieurs au niveau que nous avions au début de l'année dernière. Donc, le dernier trimestre de l'année dernière était un peu décevant dans les économies avancées. Et c'est ce que je montre aussi dans le graphique de droite qui montre les taux de croissance du PIB dans la 4e trimestre, avec plusieurs de ces économies qui sont rentrées à des taux négatifs de croissance en glissement annuel. Donc, tout cela, bien sûr, est un facteur qui n'est pas positif pour le Maroc, pour les exportations marocaines. Et en fait, si nous regardons les exportations les évolutions des exportations pendant les derniers mois, nous voyons qu'après la très rapide récupération qui a eu lieu dans la période post-confinement, au mois de novembre et décembre, il y a un certain ralentissement de certaines exportations, surtout dans le secteur automobile. Un autre indicateur qui encore n'est pas en train de se récupérer au Maroc, c'est les recettes voyage. Il y a encore, bien sûr, d'énormes incertitudes sur ce qui va se passer avec les recettes voyage en 2021. Je pense qu'il va falloir faire une distinction dans le cas marocain entre les recettes de voyage des touristes étrangers et les recettes de voyage des Marocains résidant à l'extérieur. Et il se pourrait que l'année 2021 soit très positive pour la rentrée des Marocains résidant à l'extérieur, qui apportent près de 45% des recettes de voyage au Maroc. Mais par contre, les recettes touristiques pourraient encore rester déprimées pendant un certain temps, surtout étant donné que malheureusement, le progrès avec les vaccinations en Europe a été un peu plus lent que prévu. Bon, voilà les prévisions de croissance de la Banque mondiale que nous sommes en train de modifier maintenant. C'est les prévisions qu'il y avait dans le rapport qu'on a publié il y a 2 mois. Nous avons une croissance de 4% pour l'année 2021.
Ce graphe que je vous montre maintenant, je voudrais qu'il y a deux principaux messages que l'on peut voir ici. C'est surtout que la récupération que nous prévoyons pour le Maroc est plus prononcée que dans la plupart des groupes de comparaison que nous avions dans le Global Economic Prospect de la Banque mondiale. Nous prévoyons une récupération plus forte au Maroc que dans le monde, dans la moyenne des pays du Moyen-Orient et du Nord d'Afrique et même aussi de l'Amérique latine. Et quelle est la raison? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de prévoir une récupération plus forte au Maroc? Tout d'abord, cela a été déjà souligné, le choc du Maroc a été en partie causé par un choc agricole très fort. Et les données que nous avons maintenant de pluviométrie nous portent à penser que l'année 2021 sera une année moyenne en termes de production agricole. Donc, il y a vraiment peu de doutes, au moins des doutes pas énorme sur le fait que nous aurons un rebondissement très fort de la valeur ajoutée agricole en 2021. Mais aussi, il y a les réformes plus structurelles que nous avons analysées avant et nous pensons que ces mesures vont commencer à avoir des impacts sur la croissance potentielle du Maroc. Peut-être pas encore en 2021, mais au moyen terme. Et c'est pour ça que nous prévoyons des taux de croissance au moyen terme légèrement supérieurs à ceux que nous avions vus avant le choc. Il faut dire que, bon, que dans cette époque du Covid, il faut être très humble avec les projections. Il y a d'énormes incertitudes. Nous ne sommes pas encore sortis de la crise du Covid et il y a beaucoup de risques à suivre de très près. C'est des risques dont je parle dans cette diapositive. Et il est clair que la marge de manœuvre, l'espace de la politique économique pour le Royaume est plus étroite maintenant qu'elle ne l'était au début de la pandémie. S'il y avait un nouveau choc, peut-être pour une nouvelle variante du Covid, on ne le sait pas. Le fait est que le Maroc aurait une capacité à répondre à un nouveau choc moins important qu'au début de la crise. Et il y a aussi le risque d'un choc financier. Les conditions de financement extérieur ont été très favorables, en partie grâce à des énormes stimulus monétaires dans les principales banques centrales du monde, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le moyen terme. On pourrait commencer à avoir un nouveau tapering de la Fed et cela pourrait avoir des effets sur le Maroc. Et des indicateurs qui sont aussi, disons, pas très positifs dans le cas du Maroc sont les échéances en souffrance, les non-performing loans, qui sont déjà à presque 10%. Donc, il y a des risques qui pourraient se matérialiser en termes de stabilité financière et surtout avec une situation très grave de délai de paiement généralisé dans l'économie qui ont continué à s'allonger pendant la crise. Et finalement, des passifs contingents, des passifs éventuels importants qui ont été accumulés par le gouvernement à cause de tous les programmes de garantie mis en place pour faire face à la crise. Et donc, la possibilité qu'un pourcentage de ces passifs éventuels pourrait devenir de la dette publique, ce qui est un autre facteur à suivre de notre près. Bon, finalement, j'ai laissé quelques minutes pour présenter l'Enterprise Survey. Comme j'avais dit, l'intérêt de notre Enterprise Survey, nous pensons, est que nous avons fait une enquête vraiment juste quelques semaines avant le début de la pandémie et quelques semaines après la pandémie. Cela nous a permis d'avoir un panel d'entreprises pour voir un peu quels ont été les effets de la crise, les mécanismes d'adaptation. Et l'autre intérêt, c'est que nous pouvons comparer le Maroc avec 24 autres pays pour lesquels nous avons aussi ces deux enquêtes, l'enquête pré-Covid et l'enquête post-Covid. Ces données ne sont pas très ajournées, car comme je le disais, c'est quelque chose qu'on a fait au mois d'août, juillet-août. Les collègues de l'IFC sont en train de travailler sur une nouvelle édition, mais quand même, il y a des messages importants qui ressortent de ce graphe qui différencie le Maroc du reste des pays. Tout d'abord, ce que ces enquêtes nous ont montré, c'est que les effets de la crise, les impacts de la crise sembleraient avoir été plus forts au Maroc que dans le reste du monde. C'est pour ça que le pourcentage des entreprises qui ont cessé leurs opérations pendant le confinement est plus élevé, ainsi que le pourcentage des entreprises qui rapportent avoir eu une chute dans leurs ventes. Donc, l'impact de la crise, on dirait, a été plus fort dans les entreprises marocaines que dans les entreprises des autres 24 pays. Mais par contre,
ce que l'on observe, c'est qu'il y a eu moins de destruction d'emplois au Maroc que dans les autres pays enquêtés. Le pourcentage d'emplois perdus dans l'entreprise marocaine qui déclare avoir, disons, congédié des employés est beaucoup plus bas au Maroc que dans les autres pays. Et même le pourcentage d'entreprises qui ont réduit les heures travaillées est plus réduit au Maroc que dans les autres 24 pays. Donc, on dirait qu'il y a eu au Maroc des éléments particuliers qui ont permis que les effets sur le marché du travail, au moins du côté des entreprises formelles, car il faut le rappeler, nous travaillons ici avec uniquement des entreprises formelles, aient été moins prononcés. Nous pensons que sûrement une partie de ces effets moins prononcés sur le marché du travail sont reliés avec la réponse du gouvernement et les appuis que le gouvernement a donnés aux entreprises. Bon, finalement, c'est la dernière diapositive de ma présentation. Le rapport parle un peu de certaines réformes structurelles qui sont encore nécessaires au Maroc. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter ici car j'ai pris un peu plus de temps que je n'imaginais. Merci beaucoup pour votre attention. Je pense que nous allons maintenant passer le survey. L'enquête. Oui. Alors, je tiens vraiment à vous remercier, Monsieur Diaz, pour cette présentation très intéressante. Et effectivement, avant de passer aux questions, j'aimerais bien lancer un sondage au public. Alors, Monsieur Diaz, vous voulez présenter le sondage et lire les questions? D'accord. Comment est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur Poll Open? Est-ce que vous voyez le sondage? Non, je ne le vois pas. D'accord, bon, je vais le lire. Comment la crise du Covid-19 a-t-elle affecté le chiffre d'affaires de votre entreprise en 2020? Alors là, vous pouvez sélectionner votre réponse positivement, marginalement, moyennement ou fortement. Donc, vous avez 1 minute pour répondre à cette question. Alors, la plupart des gens ont dit que la crise du Covid-19 a affecté le chiffre d'affaires de leurs entreprises fortement. Donc, ça veut dire une chute de plus de 15%. 35% ont dit que c'était moyennement, donc une chute de 5% à 15%. Et 22% ont répondu marginalement, donc une chute de 0 à 5%. Merci pour avoir répondu à cette question. Je vais lancer la deuxième sondage. Quelles sont vos perspectives pour l'année 2021? Une nouvelle réduction du chiffre d'affaires, une stagnation du chiffre d'affaires, une augmentation modérée du chiffre d'affaires ou bien une augmentation forte du chiffre d'affaires? Vous avez encore 20 secondes. Bon, très bien. Donc, 50% ont dit que il y aura une augmentation modérée du chiffre d'affaires. Après, 29% ont répondu une stagnation du chiffre d'affaires. 17% ont répondu avec une nouvelle réduction du chiffre d'affaires et 4% pensent que l'année 2021 va apporter une augmentation forte du chiffre d'affaires.
Je remercie aux participants d'avoir répondu à ces questions. Si je pense qu'il y a encore pas de questions, donc je vais commencer à lire les questions des participants qui ont été posées dans le chat. Alors, on a une question de Monsieur Bouassida qui demande: avec ce taux d'échange, le Maroc reste-t-il compétitif comparé aux autres pays méditerranéens? La Turquie, l'Égypte, la Tunisie qui offrent des workforce beaucoup plus avantageux. Offre, pardon? Je relis. Juste la dernière phrase. Qui offre des? Comparé aux autres pays méditerranéens, la Turquie, l'Égypte, Tunisie qui offrent des workforce beaucoup plus avantageux. Donc, est-ce que le Maroc reste-t-il compétitif comparé à ces pays-là? Bon, je ne peux pas vraiment parler beaucoup de la Turquie ou de l'Égypte, je ne le suis pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un peu l'impression générale que nous avons, c'est que le Maroc est en train de faire des efforts, comme je le disais, de réformes structurelles qui sont très importants dans plusieurs volets, et surtout dans le volet du capital humain. C'est peut-être un des secteurs dans ces dernières années où il y avait des déficits plus prononcés et les autorités sont en train de lancer un programme vraiment très ambitieux en termes de protection sociale, en termes de généralisation de la santé. Et c'est des réformes qui ne peuvent qu'avoir un effet positif à moyen terme sur le workforce. Et c'est des réformes qui ont un niveau d'ambition bien supérieur à celle que nous sommes en train de voir dans la plupart des pays de l'environnement du Maroc. Je pense que dans la plupart des pays de la Méditerranée, nous avons encore une situation où les gouvernements pensent à comment faire face à l'urgence, à la crise, alors que le Maroc est maintenant déjà dans une phase où le gouvernement est en train d'anticiper de quoi il y a besoin pour que la relance soit vraiment forte et vraiment consolidée. Donc, moi, je serais plutôt optimiste de ce point de vue. Merci, Monsieur Dias. On a encore d'autres questions. Peut-être vous pouvez répondre à 2 questions en même temps. À votre avis, quel horizon existe-t-il pour le nouveau chantier de l'énergie en hydrogène et quelle est l'influence sur la stratégie énergétique au Maroc? Ainsi que la question: quelles sont les performances de la Banque mondiale pour soutenir les start-up dans le domaine des énergies renouvelables? Bon, là, il faut que j'admette que je ne suis pas vraiment dans une position pour répondre à ces questions. Car peut-être, je ne sais pas si Jesco est encore là, connecté. Peut-être il veut. Oui, je suis là. Non, mais grand merci pour cette question. Quelques mots là-dessus. Donc, nous, il y a des cadres qui ont soutenu le Maroc dans tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, le cofinancement aussi avec le KfW, des grands plans en Ouarzazate, maintenant à Midelt. Et on pense que spécialement le green hydrogen, c'est une opportunité énorme pour le Maroc. Donc, je pense qu'on voit globalement qu'il y a une énergie très positive, des expectatives très pertinentes sur la possibilité de hydrogène. Et naturellement, et bien entendu, on a besoin du développement de la technologie pour baisser les prix, mais il y a un grand futur dans ce secteur-là et nous, on travaille aussi avec les partenaires et les institutions pertinentes ici sur une assistance technique pour vraiment voir stratégiquement comment Maroc pourra utiliser cette nouvelle stratégie qui est spécialement après les dernières
changement géopolitique. Donc, les États-Unis sont partenaires encore dans le Paris Climate Agreement. Et je pense qu'il y a une nouvelle force pour les renouvelables et ça va être très important comme possibilité pour le Maroc. Sur les startups, nous, on a un projet qu'on finance avec le CCG, c'est Innov Invest, qui travaille avec des fonds spécialisés sur leur business plan, sur leur futur. Et cette projet fonctionne jusqu'à ce moment très bien. C'est pas un projet énorme, c'est 50 millions de dollars. Mais dans cette projet, on a aussi des renouvelables qui sont soutenus. Je pense que la manière comment ce projet marche, donc il y a un mécanisme d'un soutien individualisé aux startups avec des critères qui sont très bien établis, pourra aussi être intéressant pour le Maroc, pour la relance, pour le revenir et aussi pour le instrument du fonds Mohamed VI. Merci à vous. Merci beaucoup. Je remercie Monsieur Hengel et Monsieur Diaz pour vos interventions très intéressantes. Pour tous ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, je vous invite à nous contacter par mail. On peut également répondre à vos questions après le webinaire. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Andreas Wenzel, directeur général de l'AHK Maroc, qui va donner des mots d'introduction avant la présentation de Monsieur Dr. Volker Dreyer, qui est le Chief Economist and Member of the Executive Board at the Association of German Chambers of Commerce and Industry, DIHK, ou la DIHK. Monsieur Wenzel. Oui, merci beaucoup, Léa Waldner. Et je voudrais aussi bien remercier vivement, au nom de la Chambre, de nos membres, de participants aujourd'hui, les collègues de la Banque mondiale, pour cette intervention, aussi pour la grande qualité de présentation. Merci beaucoup à Javier, c'était tout à fait outstanding. Merci beaucoup. Nous allons maintenant changer de perspective et de langue. Ce qui est intéressant avec le format numérique, c'est que nous pouvons aussi le faire localement et passer de Rabat à Berlin. So I would like to say good morning to Berlin. I would like to welcome the DIHK, the Association of German Chambers of Commerce and Industry. Dr. Volker Dreyer, as has already been presented by my colleague Léa Waldner. He is a member of the Chief Executive of the DIHK in Berlin. He is responsible for international affairs. He's responsible also for the coordination of the worldwide network of German chambers abroad. And he would like to share with us his insights on the Perspective Économique 2021 from a German business perspective, from a German business perspective of German business also being active globally. So the floor is yours, Volker Dreyer. We are happy to have you with us, and we have learned that you've just changed from a German-Russian conference to share your insights with us here in Morocco and Casablanca. So we highly appreciate your availability and your time, and we are looking forward to your insights and your ideas from a Berlin perspective. Thank you very much, Volker. Bonjour, Andreas. Bonjour, Madame Waldner, collègue de la Banque mondiale, entrepreneur. Bonjour du Berlin. Welcome, everybody. We have simultaneously a conference with our colleagues from Russia, a German-Russian business conference with many participants, and I just want to mention this because we have some frozen relations to some of our from the business perspective outstanding partners, and frozen like it is in that relations.
my answer to the question Outlook 2021, will it bring normalcy to the German international business? At least the beginning of the course of this year is also more frozen than what we have expected. So I would switch to the next slide. And just to show you, now it works, I do hope. Just to show you the outstanding, no, this is maybe, oh, yeah, the outstanding, Andreas, do you see the slides? We can, yes, we see the slides, yeah, but it's not in full screen. It's just not in full screen. We're trying to make it a full screen. Press the full screen button, but it's not working the same way as it did during the Technik check. I think when you click on the symbol down, ganz unten, diesen Präsentations. Yeah, I tried. If not, it's visible. I mean, it's visible. It's not like a big story. It's only not the full screen mode, but it's visible. Yeah. Okay. Yeah, it doesn't work. It's okay, Maybe like it's about our technical problems today. Like the business cycle has stalled, our technique in Berlin has stalled at least today a bit. So if you don't mind, then I continue. What you see here is the world GDP and rate growth, and I do think that the colleague Javier of who's with the World Bank maybe elaborated a bit on that. But what is so Germany as a very exposed country to international business due to high share of the export volume, for instance, to GDP. With almost 50%, compare it with Japan, another competitor and partner country. They do have not even 20% export to GDP. Yeah, that means that the slump in trade growth and world GDP growth means quite a lot to German businesses. And so therefore we all were very relieved in the last couple of months, or starting with the third quarter and followed by the fourth quarter to some extent, that we have seen a relaxation, a recovery in the business cycles and in the sentiments in many branches. But now we do have the but. So we still see problems when it comes to the question of the international supply chains, and here we do have a slide which is an outcome of our regular survey among German international businesses all over the world in our wonderful network of German chambers of commerce and industry abroad, and one is of course our AHK in Morocco, led by Andreas Wenzel, and here with many responses from the business sector. One major problem in fall 2020, and it's no secret that it still is, are the travel restrictions. So one can see that even in between some month, and this is now here the light and the dark blue bar, which goes to the right, shows you that we do have 75%
of businesses who do complain about travel restrictions. Speaking about travel restrictions, lead me to say that now, starting from yesterday, we have imposed, or Germany has imposed new travel restrictions at the eastern borderline, but also to it's very, very south of Germany, to parts of Austria and to the Czech Republic, and maybe it has started also to other countries. But yesterday it has started to Czech Republic and Tyrol, part of Austria. New travel restrictions, and these types of travel restrictions are more with third countries. And travel restrictions is not just something which is embarrassing or is at the day-by-day work. It's a problem. It leads to restrictions in economic activity. We have a close relations between those types of companies who say we have travel restrictions and we complain about, and the group who tells us that we have to postpone our investments or we have to even cancel the investments. And these are, here you can see, almost 50%. So, and right now we have travel restrictions, or many companies are facing new travel restrictions due to the strengthened lockdown regulations, which are now expanding to our physical borders in Germany, especially to the Czech Republic, where many companies do have sourcing activities and have established throughout the last 30 years or 25 years own production plans, and are dependent on the delivery, on the provision of intermediates, goods, and of added value stuff, especially in the car industry, across the Czech-German border. So this is a setback. Right now, we speak about a setback of our business cycle. Yeah, and this against the backdrop that in autumn we did have less demand, and we still have cancellation of fairs and events where our companies try to present their products and afterwards to sell the products. Yes, problems in the supply chains are not overall spread, but it is still increasing. Or our fear is that in the next couple of weeks, we are again have to overcome a critical, a delicate moment in the economic situation, in the business cycle of German businesses. The problems, they do not stop only on the physical transfer of goods, but it also creates financial bottlenecks. Liquidity bottlenecks have been decreasing, fortunately, in the course or in the latest parts of the last year, but there are some signs that we have still companies who are facing the problems or are facing new problems. This is especially true when we speak about companies who are at first hand faced by the restricted and regulated shutdowns of their businesses in a very direct manner. These are restaurants, these are parts of the trade sector, of retail companies. These are
many companies in the consumer-related service sector here in Germany, due to the new restriction, to the hard lockdown we are facing, at least in starting with the beginning of the year, or was it January the 14th? We started with a new lockdown. This was in November. We all say soft lockdown, but it was not that soft for many companies. But at least with the more restricted lockdown orders by the authorities, we have a setback in those types of branches. I will show you later on. But we should have a look at the internationally oriented German businesses first. We do see here, we ask, when do your business expect return to normality? And it is not a surprise that what is interesting is the green bar here. China, our companies related to China, to business with China, having invested in China, which is now our first trading partner, Germany's first trading partner, and last year they caught up even as a major export market from Germany with the French. United States are still #1, but the gap between USA and China is decreasing. So China has gained momentum in the world economy first, and this is also true when it comes to perspective of our companies, of the German companies, and there are 25% of our companies who have expected and have experienced that their businesses returned to normality in the last year. So and there are another 44% who expected this year. So bringing the green bar and the dark blue bar together means that China is first when we think about businesses. German businesses expect their market to a return to what they are used to have. The Eurozone is lagging behind. North America is lagging behind. And this question we've asked at beginning of November in fall 2020. When we look into your region, then we see a mixed picture. Last year, no, that has to be written off. This year, 39% of companies are expecting that this year will bring their business to normalcy again. But we have the advantage of the Chinese business, and we have not experienced in fall that the lockdown, what I described before for Germany, is also more widespread, and it is not only limited to Germany. So it is widespread also to other European partners, and you know better than me what your situation is. So we've carried out another survey, and this was at the beginning of this year, and we already presented the results to the audience last week. So it's very, very fresh indicators concerning German business cycle. So what's about the general business situation? We have always the balance, the nomenclature in our surveys is that we say the balance of those who say it's better minus those who say it's worse, or between good and bad. The business situation is between good and bad, and you see that the balance is still negative.
But what is even more striking is that in between only several months, only a few months, few weeks, some months, exactly from November to beginning of February, the situation, the mood in the German business community has worsened again. Only slightly, but it has worsened. So business situation has worsened. This is not true. So we are relieved for, let's say, the backbone of German business, which is the German manufacturing sector and related branches. Because if we look behind this curtain of the average, one can see that the manufacturing sector also has improved their business situation. That means the average is really driven by those very hard hit sectors of German economy by the hard lockdown measures in the last couple of weeks. But even the improvement of the business sentiment in the manufacturing sector and related branches has slowed down. So the pace of the recovery has slowed down. And when it comes to expectation, the same is true. The improvement of expectation in manufacturing sector has slowed down. Not to say rapidly, but it is really dampened. The expectations in the overall business community in Germany has dampened or has worsened in general. An exception are the export expectations. They have went up, but you can't see here the long-term average because it only goes back to 2019 in this slide. But I can say you that we are the balance between those companies who say I have better expectations than last year and those who have worse expectations is now on a level of +10, but the long-term average in our survey is +19. So we are still below the long-term average. So, and this leads us to say in our forecast that we expect exports to rise by 6%, and 6% is just a figure what we experience in a normal year, and not in a year where we have had this hard setback in 2020 and where we are longing for a real recovery. That means the exports are recovering, are relaxing, but not with the speed of the recovery we all have hoped for. Investment is still a crucial point in the situation. I will come to this. So when we think in the overall picture, companies are not too optimistic for the next 12 months, and looking into the different major sectors, manufacturing sector, we do have majority, but a relative majority compared to the pessimists of the optimists, 9 percentage points ahead, 20 percentage points who are pessimists, expectations, overall business expectations. The construction sector, we have 9% who expect a better business cycle for their own companies for the next 12 months compared to 31% who expect worse businesses and economic activities. So that means we still have here a minus in construction sector. And when we think about the German business cycle, the construction sector was one of the backbones of the fundament of the relatively good last
10 years after the financial market crisis. So that in the trade sectors, we have many very hard hit companies. And so that comes not as a surprise to have 42% of companies who are running really in turbulent next weeks, because many companies in the trade sector, but as well in the service sectors, have told us that they are even expecting the threat of going bankrupt in the next couple of weeks or at least month. And this is a very striking result in our survey, and it is today that there is a meeting between our economic minister, federal minister for economic policy, Peter Altmaier, and the president of DIHK, for instance, and other representatives of business sector. How can we avoid in some sectors a wave of insolvencies in the next couple of weeks? So that's a still ongoing discussion, although we thought that we have overcome this at the end of last year. And one can say, okay, Germany is blessed by fiscal stability. That's true, compared with other countries, European countries, emerging market countries, maybe. You know better than me the situation in Morocco and other countries in your closer region, but the situation nevertheless is delicate, and it's delicate due to the fact that the business sector tried to bring in their part in order to avoid the spread of the virus. But the regulations are that economic activities in some sectors have really come to a halt in the last couple of weeks, and that's no secret to say that is poison for business, of course. So export expectation I just told, and maybe one last field of interest is the question of investment intentions. So they have relaxed, but the balance still is negative. That means we have more companies who say we do have to or do want to invest less than last year, than those types of companies who say we expand our investment activities for the next couple of years. And if we would look behind the average into different sectors, we have some concern bringing results that in some sectors, for instance, the suppliers of our car industry, the investment plannings are at rock bottom, are very, in Germany we would say im Keller, deep in the cellar. They are very, very negative. So we have structural problems, and we have the business cycle problem in Germany, but as well when it comes to the international division of labor and the supply chains. A threat, at least at the beginning of this year, referring to what I have said, new border controls between Bavaria and the Czech Republic, which is also very important. The transfer of goods for the car industry and the car suppliers. So what is good is that in industry, most likely to increase investments, but we have to differentiate between different branches in the manufacturing sectors. And as said before, car suppliers are in a very special situation in Germany. And I do want to give a hint into the different motivations for investments. Environmental protection motivation is still on a rise. One can see, we always ask this question at the very beginning of a year.
when we have this survey, we have 30,000 businesses responses in that survey through our network of regional German chambers of commerce and industry. More responses than ever. There is a great need for the companies to say, to convey, to hand over the information what is going on in their business. One striking result from my perspective is the question that increasing capacity, that means enlargement of your production capacity in German locations, is still relatively to our experiences in the, let's say, last 10 years is on very shows a very low figure. That means this motivation is not on the rise, although there is a bit of a relaxation in the last couple of months. Cost cutting is on the rise. Maybe this is a good signal for other countries around us. And when we think about reshoring activities of German companies in order to divert their supply chains, their group of suppliers and sourcing activities, that's another good signal for countries like Morocco to bring in their strength of locational advantages. In Germany, cost cutting activities are on the rise, and what we did not have released are our results of German companies and their plans to invest abroad. And this is the other side of the coin. And for cost cutting intentions, there is a rise of foreign investment activities in the group, in the bulk of German companies, especially when we speak about manufacturing companies. And two costs are crucial right now. One is labor costs compared to what the market brings for the return, for the turnover. And the second is energy costs, which is also not that surprising when we think about the costs of the energy transformation, which is a wonderful endeavor in Germany, which is also driven by European activities. Think about the Green Deal, but which leaves some countries behind, some companies behind who produce energy intensive and are not exempted by the rules how to finance this energy transformation, the Energiewende in Germany. So we have to pay attention that this won't lead to carbon leakage. The European plans and the German plans in order to tackle the climate change, which is a wonderful and which is supported by many companies and by our chambers. But the question is, how can we form a group, and that not only one country does it alone? So the need for replacement is also not on that highest level what we have had. So we still have risk for businesses. Relaxation is going on, but it is crumbling right now. We still have domestic demand as a risk. We have foreign demand. Economic policy conditions are widespread mentioned by companies as a stumbling block for their business activities, for a real upswing in the business cycle. Lack of skilled workers has been mentioned less than before, but still 39% are mentioning. And financial conditions, one can see behind that curtain of the 12% that there are still problems, and we are discussing here on a federal level.
I just want to show you what is the course of the recovery. And I said at the beginning of this crisis that I do expect not a V-shaped recovery, a full-fledged V-shape, but that we might have a weird W shape. And it's not the question that the business cycle has to please me in my forecasting, in my prognosis, but we have signals that now in the first quarter this year, the beginning of this year, we have a slight setback in GDP, that we have a decrease in GDP growth figures, and that after that a slight upswing we will receive. And if one compare, and this is my last slide, with the last crisis, the financial market crisis, one can see from a German perspective, we expect now this year a 2.8% of a recovery in GDP, and a comparable year has been 2010. We have had 4.2% GDP growth as the recovery year. That shows one that the recovery is underway, but it is not that in shape that one can say we have a really full-fledged recovery with no restrictions and almost no obstacles on the way. So it will be a bumpy, difficult path of a recovery out of this crisis. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Dreyer, for your very interesting business outlook. Since we have exceeded the time a little bit, I will only read one question of one of our participants, which is the following. Have German companies embarked in a nearshoring process following the COVID-19 shock? Which are the main destinations German companies are choosing for these nearshoring investments? It's too far-fetched to say that there is a new wave of reshoring, but it is a trend. It is a trend that German companies abroad are signaling that they are testing the locations where they already are in a new set of factors. We have thought that there might be more companies coming from China, for instance, because in China the crisis came in first, and that the diversification of supply chains is the major driver of such a trend. But in China we have figures and have surveys and many discussions with the companies via video chat, of course, that some companies are looking for new locations, but in China, or some companies are also saying, okay, it's not anymore a relatively cheap location there, but we look in some neighboring countries like Vietnam. But we also have, and it is nevertheless it is a trend, that there are companies who say, okay, if I do want to relocate, and we have special trends when we think about the relationship between the European Union and United Kingdom to the Brexit and the new free trade agreement, and there are still companies, significant companies, who do want to relocate. We have 16% of German companies in the UK who say we do want to relocate at least parts of our investments, of our already done investments in the UK, of our capacities, and relocate to the European Union, but also to some neighboring countries. UK,
from the when we speak about the extent of this trend is an exemption, but there is still a trend of but less of 10% of the companies who do want to relocate. But from the perspective of those companies who are in this group, the European Union, but maybe more the countries around, including Morocco, are envisaged to have the potential of a viable investment location. Thank you very much, Mr. Volker Dreyer. Au nom de l'AHK, je remercie tous les participants pour leur temps, leur intérêt. Je remercie également les panélistes pour leur temps et les présentations très informatives. J'espère vraiment de vous rencontrer bientôt virtuellement ou en présentiel et je vous souhaite une agréable fin de journée. Thank you very much, Lea Waldner, and please allow me to also say a few words of thanks to Volker Dreyer, but also to Javier Diaz for giving us both the perspectives of the World Bank for the Moroccan view and the DHK for the German side of the plate. I think we had some wonderful and highly qualitative insights on the topic we've discussed today. And I think the picture is indeed mixed from a German perspective, as you've pointed out, Volker, but Germans obviously always tend to be rather pessimistic than optimistic. So we take it from that side. For Morocco, I think what we have seen is a strong resilience of the Moroccan economy. And I think this is a strength of Morocco, always also looking forward into what you, Javier, discussed with the nearshoring perspective. We see that, for instance, looking at the vaccination campaign, looking at how Morocco is coping with the COVID-19 crisis, there is a big momentum in terms of the organizational capabilities of the Moroccan government that gives us a lot of trust as German business to doing business in Morocco. This is sometimes a bit underreported in Germany, when in German media it is highlighted that the vaccination in Africa is far from being organized. But in Morocco alone, during the last 2 weeks or so, we have now been vaccinated roughly 2 million people. So this is a huge success, and this shows how well organized Morocco also is as a business destination. We see it specifically in the automotive sector, that there is indeed tendencies to relocate investments also from German companies from Eastern Europe to Morocco. And there is also other nearshoring activities. And Javier, to answer your question, yes, indeed, people are looking at Morocco. They are also considering like Tunisia. They are considering like countries in the Balkan, like Northern Macedonia, or for instance, the Ukraine. But we are very optimistic in terms of the outlook for future German investment in the industrial sector in Morocco, given the favorable environment that Morocco provides and the situation on the fringes of the European Union. So again, from my side as well, thank you very much to everybody involved. Thank you to the World Bank and the DHK, and we look forward to welcoming you soon also to other
I think we have some connection problems here. Mr. Vincent, are you still here? I think some people must have been thrown out of the webinar due to some problems with the connection. In the name of the AHK, au nom de l'AHK Maroc, je vous remercie encore une fois pour votre participation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et je dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.